Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche, nous avons choisi de parcourir l'actualité. Vous l'avez compris, nous allons analyser les principaux sujets de l'actualité nationale avec un acteur politique, membre de la coordination nationale du Parti Les Démocrates. Avec lui, nous parlerons de la tournée gouvernementale qui s'est tenue il y a quelques jours seulement dans notre pays, le Bénin. Nous parlerons également des nouveaux marchés dont l'un a été inauguré très récemment. Il s'agit bien évidemment du marché de Kadéon. Nous parlerons également de ce projet de nomination des collèges, du Collège des ministres conseillers. Les élections générales de 2026 seront également au cœur de notre entretien. Et puis, comme je dis souvent, si le temps nous le permet, nous irons au Niger, ou plutôt nous resterons dans cette crise entre le Bénin et le Niger pour voir à peu près le rôle que les anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, pourraient jouer dans le dégel. Voilà, mesdames et messieurs, le menu de cet entretien de ce dimanche. Mon invité s'appelle Richard Kwasi Soglo. Richard Kwasi Soglo est secrétaire national adjoint aux opérations du Parti des Démocrates. Monsieur Soglo, bonjour. Bonjour, monsieur Danklama Ballo. Bonjour à tous les Béninois qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'entretien du dimanche. Première curiosité, qu'est-ce qu'un secrétaire national adjoint aux opérations fait dans un parti politique? Oui, merci beaucoup. Dans un parti politique, vous savez, pour organiser des événements, il faut mobiliser. Il y a la logistique. Donc, il faut des gens qui puissent donc être en avant-garde pour organiser comment est-ce que le président, par exemple, peut se déplacer pour venir à un tel événement, comment est-ce que les militants doivent se mobiliser. Donc, toute la logistique, c'est dévolu donc au secrétariat aux opérations. D'accord, et donc vous êtes l'adjoint du secrétaire national? Je suis l'adjoint de l'honorable Odjo, qui est le secrétaire national aux opérations. D'accord. En tant que tel, vous observez l'actualité politique nationale. Vous savez très bien qu'il y a une tournée gouvernementale qui s'est organisée récemment dans le pays pour expliquer aux populations les actions du gouvernement. Votre regard sur cette tournée gouvernementale, M. Soglo? Oui, c'est vrai, comme tout Béninois, j'ai commencé par suivre. Au début, on nous a dit que c'était une tournée pour expliquer aux populations les causes donc, de la cherté de la vie. Ensuite, c'est devenu une tournée de reddition de comptes. Absolument. Alors, premièrement, lorsqu'on m'a dit que c'était une tournée pour expliquer aux populations les causes de la cherté de la vie, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui se moque de quelqu'un. Comment? Si la vie est chère, il faut expliquer pourquoi c'est cher. Alors, je vais vous dire. Lorsque vous prenez les produits les plus utilisés, qui touchent à l'essentiel de l'économie nationale, on ne touche pas à l'essence tout de suite. Parce que lorsque vous touchez au prix de l'essence, tout flambe. D'accord. Il y a 8 ans, l'essence était à moins de 400 francs CFA. Nous sommes à côté du Nigeria. L'essence était à moins de 400. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Et c'est pour cela que ce que nous appelons Bayor s'est développé au Bénin. Alors, à la pompe, il eût fallu que le gouvernement béninois puisse négocier avec le Nigeria afin de profiter des mannes que la nature leur a données. Mais vous savez que le prix de l'essence, au lieu d'aller chercher tout le temps, comme cela se fait, l'essence, les produits pétroliers loin du Bénin, l'Algérie ou le Venezuela. Mais c'est pas nouveau, ça s'est toujours passé comme ça. Lorsque ça vient, malgré cela, lorsque ça vient ici, cela ne vient pas, quelle que soit la cherté du prix du baril, cela ne vient pas à plus de 200, 250. Ce sont les taxes qui font que le prix augmente. Donc, il va falloir chercher à gagner sur le volume et non sur l'unité. Si on cherche à gagner sur le volume, on va amoindrir le coût. Parce que si vous augmentez tout de suite, vous prenez un taxi, le taxi vous dira l'essence a augmenté de prix. La vendeuse sera touchée.
tous les commerçants seront touchés. Donc c'est une volonté gouvernementale qui a conduit à cela. Si nous en sommes aujourd'hui à 680, c'est qu'il y a une volonté. Mais vous semblez oublier le coût sur le marché mondial. Vous savez que le gouvernement fixe les prix en tenant compte justement du prix du baril sur le plan Est-ce que vous mondial. savez que ce produit-là coûte au moins qu'au Niger, au Burkina, c'est moins cher que le Bénin? Il y a d'autres produits comme le gaz. Le gaz, au Togo, 6 kilos, je crois que c'est à 4 000. Alors qu'au Bénin, c'est à 6 000. Mais de la même façon, d'autres produits au Bénin sont moins chers qu'au Togo. Ça, c'est des produits... Ça, c'est des choix aussi de gouvernance. Non, je vous assure que ce sont les produits auxquels on ne touche pas tout de suite. Donc, c'est une volonté gouvernementale qui nous a conduit à ça. Donc, vouloir expliquer aux populations que c'est parce que les prix ont augmenté. Les prix n'ont pas augmenté d'eux-mêmes. Les prix n'ont pas augmenté d'eux-mêmes. Donc, c'est parce qu'on nous a conduit à cela. Mais M. Soglo, est-ce qu'il ne s'agit pas beaucoup plus des prix des denrées alimentaires? Est-ce que c'est surtout ça le débat? Le débat était le prix du maïs. Pourquoi est-ce que le prix du maïs a augmenté et tout le reste? Donc il s'agit de ce que les gens mangent. Ce n'est pas forcément l'essence ou le gaz. Je vous dis, lorsque vous touchez au prix de l'essence, tout flambe. Okay. Le paysan qui vend, il a fallu que quelqu'un ait acheté chez ce paysan. En retour, le paysan ira acheter lui aussi des choses. Si ça flambe, le paysan va vouloir aussi rentabiliser. Et à côté, on leur vend en même temps l'engrais plus cher. Voyez au Sénégal, de 23 millions, on est passé à 12 000 pour l'engrais. Au Bénin, c'est à combien? Donc, je vous dis, si avec la volonté, on pourra réduire efficacement le coût des prix. Il ne suffit pas d'aller expliquer aux pauvres pourquoi ils sont pauvres. Il lui fallut trouver des solutions et leur dire, nous avons des solutions à vous proposer. C'est cela. Donc pour vous, le gouvernement n'a pas de solution? S'ils avaient des solutions, ils ne seraient pas en train d'expliquer pourquoi c'est cher. Ce n'est pas la solution. Ce que l'on veut, c'est comment se déplacer sans dépenser autant. C'est comment manger sans dépenser autant. Et comment vivre à Cotonou avec l'électricité qui n'est pas permanente, quand même dans un petit confort. Regardez comment le prix de l'électricité aussi a été augmenté, sans qu'on ne nous prévienne. Parce que l'habitude maintenant c'est ça. Avant on était habitué à entendre ici, à l'issue des conseils des ministres, que oui, le prix de l'électricité va connaître une légère augmentation. Maintenant là, on est juste surpris. Alors que ce n'est même pas permanent. Vous prenez l'eau, il faut attendre peut-être 1h du matin, je ne sais pas dans quel quartier vous résidez à Cotonou. Mais ça, c'est à cause des travaux. On nous a expliqué clairement que les travaux. Moi, je vis ça depuis. Moi, je vis ça depuis des années. On a quelques difficultés aussi, bien sûr, ça arrive. Le terrain de l'énergie que sur le terrain de l'eau. Voilà. Donc, ça au moins, on a une explication. Ça arrive, ça peut se comprendre. Mais je vous dis, je le vis depuis. Il arrive que je n'ai pas de l'eau pendant une semaine. Et il faut aller chez les voisins. Alors que les Vous le vivez depuis quand? Oh, ça fait longtemps. Plus de 5 ans. Je le vis. Donc, il faut juste une volonté gouvernementale pour que les prix soient amoindris, les coûts soient amoindris. Sinon, aller expliquer aux populations pourquoi ils sont pauvres, c'est comme l'hôpital qui se moque de la charité, selon moi. Ensuite, pour passer à l'autre point, on a parlé de reddition de comptes. Reddition de comptes, oui. Alors, premièrement, je vois les acteurs de cette reddition. Il y a les membres du gouvernement et il y a également les députés. Donc, l'exécutif et le législatif. Ça vous pose un problème, ça? Ça me pose un problème. Lequel? Nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. Celui qui contrôle ne peut pas venir justifier pourquoi celui qui agit de telle façon ou a atteint tel résultat. Parce que les défaillances du système doivent être révélées plutôt par les députés, mais qui se disent, qui viennent rendre compte de quoi ils peuvent rendre compte.
Les députés appartiennent à la même obédience que l'exécutif. Donc, bon, c'est la réduction des comptes des partis politiques, on peut le dire comme ça aussi. Si les députés sont en pré-campagne, c'est tout autre chose. Mais on dit une tournée gouvernementale, à mon avis, cela devrait rester une affaire des ministres, des directeurs centraux et autres. Donc, en fait, ce n'est pas une reddition de comptes telle que cela devrait donc être à mon entendement. À mon entendement. Donc, les acteurs. Maintenant, les cibles. Je n'ai pas été, je l'avoue, mais il paraît que tout le monde n'y a pas accès. Oui, mais tout le monde ne peut malheureusement pas avoir accès. Parce que justement, même quand vous organisez des meetings au niveau des démocrates, est-ce que tout le monde a accès? Tout le monde n'a pas accès. Si, les démocrates, tout le monde a accès, on appelle tout le monde publiquement. Qu'est-ce que vous dites, tout le monde n'a pas accès? Il faut payer pour y aller ou bien? Non. C'est-à-dire qu'on vous invite dans une salle. Or, c'est une reddition de comptes qui devrait être populaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non, mais il doit y avoir de limite. Vous dites dans une salle, une salle à une contenance. C'est juste. Vous ne pouvez pas inviter dans une salle de 500 personnes, 1000 personnes. C'est juste. Non. Monsieur Soglo. Si c'était ça, il lui fallut donc dire c'est une reddition de comptes pour les militants. Puisque vous avez dit qu'ils appartiennent à la même mouvance. Mais bien sûr. S'ils appartiennent à la même mouvance, donc c'est une affaire de mouvancier. Or, vous parlez d'une tournée nationale. Ça ne doit pas avoir de coloration politique. Il nous est revenu que c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, il y a eu une première étape qui a été faite. Il y aura une seconde maintenant avec les partis politiques pour aller au niveau des arrondissements, des quartiers de ville et tout le reste. Donc, c'est bien séquencé, M. Soglo. C'est leur droit de rendre compte. C'est même le droit des populations d'avoir cette édition de compte. Mais je vous dis, la cible, ce sont les militants. Et là, ça pose un problème. Ce n'est pas objectif. Il faut que cela soit objectif. Pour que ce soit objectif pour vous, il faut l'ouvrir. Et quand ils l'ouvriront, mais ça fuit un peu. J'ai des audios sur les réseaux sociaux où les gens arrivent à s'exprimer. Et c'est cela que les gens évitent. Ils ne veulent pas entendre la réalité des faits. Parce que j'ai l'impression, depuis quelques années, que nous sommes dans deux Bénins. Un Bénin où tout va bien pour une minorité, et un Bénin où ça ne va pas du tout. Mais ça a toujours été comme ça, M. Soglo. Même quand le président Soglo dirigeait le Bénin, c'était comme ça. Tout le monde n'était pas heureux. Il y en a qui étaient heureux, il y en a qui ne l'étaient pas. Bon, quand vous allez dans ce sens, vous voyez, j'ai eu la chance de voir certaines personnes qui avaient farouchement combattu le président Soglo, venir à la mairie, le supplier, lui demander pardon, comme feu Damien Zinsou à la Rassa, qui lui s'était même roulé par terre pour dire que son Dieu lui a dit d'aller le voir, de procéder ainsi, pour qu'il puisse avoir accès au paradis. J'ai vu le feu professeur Thévoisier venir également demander au président Soglo pardon. Je ne parle pas du cas de Maître Adrien Hongweji. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je préfère ma place. Non, expliquez, vous avez donné des exemples. Oui. C'est pourquoi vous avez donné ces exemples? J'ai donné l'exemple pour dire que même si, en son temps, les gens manifestaient pour dire qu'ils n'étaient pas contents, intérieurement, ils savaient qu'ils faisaient bien. Et c'était le message que le professeur Albert Thévoisier était venu passer au président Soglo. Vous avez vu lors du décès du professeur Albert Thévoisier, le président Soglo a parlé, il était pratiquement en larmes. Parce qu'il partageait au moins quelque chose de concret, le développement du Bénin. Les méthodes peuvent ne pas être les mêmes, d'accord. Mais on reconnaît un bâtisseur. Et un bâtisseur, quand il agit en toute objectivité. Vous voyez? Donc ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous le dis, j'ai l'impression d'être dans deux Bénins. Un Bénin où tout va bien, où les gens viennent vous dire, oui, ça va, parce que quand eux, ils se couchent le soir, ils touchent le bedaine, ils regardent le plafond de verre et se disent, mais ça va. Un autre Bénin
où les gens souffrent sérieusement. Vous prenez les instituteurs, vous prenez les fonctionnaires à qui on a enlevé tout avantage, salaire. Les gens meurent à cause de 2000. Les cas de suicide par pendaison, on n'en a pas connu autant il y a quelques années. Peut-être que les réseaux sociaux ne faisaient pas autant de relais. Il faut considérer qu'il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, qui ne sont pas de nouvelles pratiques. Les réseaux sociaux existent depuis quand même... oui, mais maintenant, il faut reconnaître que c'est bien exacerbé, et puis moindre chose, voilà. On était quand même informés, M. Abalo. Oui, on était informés, c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc je vous dis, il y a le Bénin où ça ne va pas du tout. Et ce Bénin, dans ce Bénin-là, c'est la grande majorité. Y compris des gens qui font semblant d'être dans la mouvance. Ah bon, il y a des gens qui font semblant d'être dans la mouvance? Aussi. Mais quels sont vos baromètres? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils font semblant? Vous savez, un homme, quand vous privez un homme de liberté, vous le privez de tout. Les gens ont envie de parler, s'exprimer, contribuer. Ce n'est pas pour critiquer. Oui. Même nous-mêmes, quand on dit opposants, on s'oppose à quoi? On ne s'oppose pas au développement du Bénin. C'est juste un mot. C'est juste un mot. Comme les Européens le font, vous êtes de la gauche, vous êtes de la droite, ou vous êtes de l'extrême droite, vous êtes républicain, vous êtes démocrate, comme aux États-Unis. Ce n'est que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'opposer au développement du Bénin? Ou à ce que les Béninois eux-mêmes connaissent le bonheur? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc on ne s'oppose à rien, véritablement. C'est question de méthode et d'objectivité dans tout ce qui se fait. Donc dans l'autre Bénin où les gens souffrent, ou n'ont pas les moyens d'emmener leurs enfants ou eux-mêmes d'aller se soigner, nous sommes majoritaires. Je suis dedans. Je suis dedans. Donc, reddition de comptes, ce n'est pas la solution. Oui, mais nous-mêmes, nous demandons que nos dirigeants nous rendent compte quand même de leur gestion. Tel que c'est fait. Donc, quel problème ça peut vous poser que, il faut ouvrir pour pouvoir entendre la réalité des choses. Mais puisque vous connaissez bien la réalité, non, c'est pas nous les acteurs. Oui. C'est ceux qui sont là actuellement. C'est eux qui doivent entendre la réalité du Bénin dont je parle. Vous pensez qu'ils ne le savent pas? Ils ne veulent pas savoir. S'ils voulaient savoir, ils allaient ouvrir la tournée à tout le monde. Et comme on a vécu par endroits où les gens ont réussi à s'infiltrer, il y a des vérités qui ont été dites. On a essayé d'arrêter, enfin de couper ces gens-là, mais ils ont quand même, avec l'évolution des nouvelles technologies, ils s'enregistrent et puis ça passe. Sinon, on va le faire juste entre nous et puis bon, il y a eu une tournée de reddition. Donc pour vous, M. Richard Kouassi Soglo, la tournée n'a pas été un succès, c'est ça? Non, il n'y a que les acteurs qui puissent apprécier si c'est un succès ou pas. À mon avis, ce n'est pas objectif, ce n'est pas ouvert. C'est un droit pour les Béninois de savoir comment est-ce que les choses sont gérées, peut-être qu'est-ce qui a été réalisé, c'est normal. Tout gouvernement doit rendre compte, c'est normal. Mais je vous dis, les acteurs me posent problème. Ministres, députés, ensemble, pour tourner gouvernemental. Il n'y a pas de députés qui soient au gouvernement. Si vous dites qu'ils sont de la même mouvance, ça c'est purement politique. Ceci, c'est l'exécutif qui est en train de rendre compte. Mais vous pensez que la tournée n'est pas politique? En votre âme et conscience? C'est peut-être à des fins politiques, mais un peu d'élégance. C'est tout. D'accord. C'est tout. Donc vous refusez carrément le droit aux députés. Mais quel est le problème que vous avez réellement contre la gouvernance actuelle? Concrètement, M. Soglo, au nom du Parti des démocrates, qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance? Alors, je remonte à 2016 pour vous dire que en 2016, lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir, nous étions encore dans la convivialité entre Béninois. Il y avait plus de liberté d'expression. Dans la convivialité, je prends ce premier exemple parce que j'étais membre du bureau politique de la Renaissance du Bénin.
Le parti au pouvoir, entre-temps, c'était FCBE. Quand ils organisaient leur congrès, par exemple, ils nous invitaient, on allait. Ils n'avaient pas peur de ce qu'on allait dire. Le PRD devait nous inviter. S'il avait bien organisé, elle invite les autres partis. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est seulement ces 2 dernières années que ça a repris légèrement, où j'ai vu Moël Bénin inviter les démocrates, ou ainsi ou ça. Donc, on ne se parle plus. Le Bénin est divisé. Ah bon? Divisé, oui. Divisé à cause de l'exclusion. À cause de l'exclusion. Qu'est-ce que vous appelez exclusion? Et vous le direz aussi quand vous me demandez ça, je vais chevaucher sur ce que je voulais dire. Ok, allez-y. Alors, donc, en 2016, on n'était pas aussi divisé. D'accord? Et je parlais de la convivialité, oui, et je parlais de la liberté d'expression. Vous et moi, on se connaît depuis longtemps. Vous pouviez m'inviter quand vous voulez, et je répondais, je critiquais. Oui, bien sûr. C'est ce que vous faites d'ailleurs encore. Je critiquais librement le gouvernement Boni Yayi, et rien ne se passait. Et dites-moi. Et maintenant? Mais entre-temps, je crois avoir décliné plusieurs de vos invitations ou de vos collègues, l'invitation de vos collègues, parce que lorsque vous voulez vous exprimer, votre entourage a peur pour vous. A peur pour vous. Si vous dites quelque chose, on dit attention, on va vous envoyer la caillette. Attention, on va vous trouver quelque chose. Mais là, vous n'avez pas eu peur de venir sur mon plateau? Non, vous savez. Vous critiquez? Vous avez peur? C'est pas la peur. Et c'est quoi? C'est pas moi qui avais peur. J'avais pas peur. Je le faisais juste par sagesse pour apaiser ceux qui sont autour de moi. Et maintenant? Parce que je n'ai rien contre le président Talon. Je n'ai rien contre son gouvernement. J'ai des choses contre les pratiques. C'est tout. Donc maintenant, votre entourage vous laisse parler? Oh, on est en fin de mandat, je crois que... Donc maintenant, vous pouvez parler librement. Je crois que le président même, il comprend qu'il faut laisser, il faut lâcher du lest pour que les gens puissent s'exprimer. Et ce n'est que ça, parce que ça ne tue personne. D'entendre les critiques. Les critiques sont constructives. Il faut un miroir pour quand même que la plus belle femme puisse sortir encore plus belle. Vous aussi, vous mirez. L'opposition dans un pays n'a qu'un miroir pour le gouvernement en place. Donc, refuser la critique, c'est comme si le Bénin était devenu République du Bénin SA, une société anonyme avec conseil d'administration, et dès que le conseil d'administration décide, bon, plus personne ne doit rien dire. Ça ne peut pas être ça. Le Bénin n'a pas de propriétaire, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ça n'arrivera pas. C'est le peuple béninois qui est le propriétaire du Bénin. Donc, comme on dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Ou jamais tout le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Et comme je vous le dis, on peut faire peur à une partie du peuple, une partie du temps. Mais on ne peut pas faire peur à tout le peuple tout le temps. Alors la parole est libérée. Monsieur Soglo, aujourd'hui vous parlez librement, vous critiquez sans crainte. Ça veut dire que la... Je vous dis, moi j'ai jamais eu peur. Oui, voilà. Donc, mais ça veut dire qu'au moins la liberté est revenue si on vous écoute bien. Enfin, ça revient. Ça revient? Oui. D'accord. Ça revient. Parce que des gens ont été emprisonnés juste parce qu'ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans. S'il vous plaît. On a tous été à l'école. Mais c'était parce que le verdict a dit, hein? Le verdict n'a pas dit que ça. Le verdict a clairement signifié des chefs d'accusation. Il n'y avait pas 5 ans, c'est 5 ans dedans. S'il vous plaît. Donc moi, je suis journaliste, je dis, c'est les faits qui m'importent. S'il vous plaît. Oui. Ce sont des mouvements qui ont été organisés à la suite de ce que je disais. L'exclusion. On en viendra. Et les gens ont dit qu'il ne faut pas que le président fasse des jours supplémentaires. Mais ce n'est pas des gens qui ont été violentés, qui que ce soit. Ils n'ont rien détruit. Absolument rien. Alors, est-ce que 5 ans n'est pas égal à 5 ans? Quand vous dites, vous parlez de verdict, est-ce que Nadine Okoumensou ou Joseph Tamayon ou le professeur Outanji ont été condamnés? Non. Ils ont passé du temps en prison, ils ont été libérés, ils n'ont pas été condamnés. Il n'y a pas eu de procès?
Donc je vous dis, il n'y avait pas la liberté d'expression. Et il n'y en a pas encore jusque-là. On essaye de l'arracher. Donc nous sommes les mêmes. Vous prenez une famille, elle s'imbrique dans l'autre, du nord au sud, nous sommes les mêmes. On doit juste se parler. On doit libérer la parole. Libérer ceux qui ont été pris pour des critiques, pour des actions de ce genre. Donc en fait, l'un des reproches que vous faites, c'est Exactement. aussi de n'avoir pas libéré la parole, libéré des gens qui ont été retenus dans les lieux de la justice. De les avoir pris d'abord. Oui. De toute façon, on aurait pu me prendre. Donc, personne n'est épargné. Donc, de les avoir pris, de les avoir laissés en prison pendant plus de 2 ans et de les libérer. Sans aucun procès. C'est ça le bien-être dans lequel nous sommes. Donc, et je parlais de l'exclusion. Oui. Parce qu'en de 2016 à 2019, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que En c'est 2019, c'est là qu'on a commencé à vivre l'exclusion. Les élections législatives, vous voulez dire? D'abord, je ne veux pas revenir sur les péripéties de la Renaissance du Bénin, du PSD, des autres partis qui ont été écrasés comme des fourmis. Mais en 2019, les élections législatives de 2019 ont été totalement exclusives. On a dit qu'il fallait créer, il y a de nouvelles conditions pour créer des partis politiques. Encore que là, c'est très subjectif. J'en reviendrai. C'est très subjectif. Donc, on dit qu'il faut créer. On a satisfait à toutes les conditions. Vous avez suivi les allers-retours des ténors donc, du parti les démocrates. On vous retourne, on dit il n'y a pas telle virgule, retourner. On met du temps jusqu'à ce que les élections approchent. Et au détour d'un tour de magie, on sort un certificat qui n'est ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. Tout ça là, pour se garantir une majorité à l'Assemblée nationale. Pour ne pas dire, pour avoir une assemblée monocolore. Et ça a été le cas. Ça, on a le Bénin, à mon avis, non. Moi, je veux avoir un Bénin qui reste l'exemple comme nous l'avons été depuis 1990. Mais les fondations posées par les pères fondateurs ont été totalement démolies. Mais M. Soglo, lorsque les démocrates ont satisfait à toutes les conditions après, ils ont été aux élections, au point d'avoir 28 députés aujourd'hui. Donc Ça, les choses ont évolué entre-temps. Ça, c'est aujourd'hui. Mais je suis retourné en arrière pour vous dire comment il y a eu l'exclusion. Il y a eu des morts, n'oubliez pas. Il y a eu des morts. Combien d'élections nous avons organisées dans ce pays avant 2019? Et combien de morts ou combien de violences y a-t-il eu pendant des élections avant 2019? C'est ce point que vous allez faire pour voir ce que je dis. On n'a pas besoin de s'entretuer à cause des questions politiques. On n'a pas besoin. Parce que le président Talon, qui a promis faire un mandat, moi, j'y avais pas cru. C'est son droit de faire deux mandats. Absolument. C'est constitutionnel. D'accord? Mais il faut laisser la liberté aux populations de choisir, de sanctionner. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc, pour parvenir à cette fin, on devait exclure tous les candidats, on devait exclure tous les partis qui ont une dissonance politique avec la gouvernance actuelle. Et ça conduit aux échauffourées que nous avons connues à Cotonou, à Tchaourou, où l'armée a assiégé carrément Tchaourou. Moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie de voir mes compatriotes avec des nattes et des matelas sur la tête. Allez à Goma, ils vont vous dire, allez en Côte d'Ivoire. Ils ont vécu ça aujourd'hui, ce n'est pas eux qui se taisent. Ils n'ont plus envie de vivre ça. Le Bénin ne veut pas ça. Et c'est pour ça, pourtant, moi j'ai toujours invité les gens au calme à revendiquer, suivant les normes constitutionnelles. Et le temps vient. Donc c'est l'exclusion qui a marqué, qui a beaucoup plus marqué
ma modeste personne. D'accord. Donc vous parlez des prisonniers, vous parlez de ceux qui ont été exclus, mais il y a également ceux qui ont dû partir du pays pour des faits qui leur sont reprochés. Monsieur Soglo, le régime aujourd'hui pense que tous ceux qui sont exilés le sont de leur fait. Personne ne les a chassés. J'avais l'habitude de dire que moi-même j'étais en exil. Oui. Mais vous êtes revenu et rien ne s'est passé? Non, moi j'étais en exil au Bénin. Au Bénin? Et il y a beaucoup de Béninois qui sont en exil au Bénin. Mais je parle de ceux qui sont en exil en dehors du Bénin. Maintenant, il y a ceux qui sont en exil en dehors du Bénin. Et qui sont partis d'eux-mêmes. Moi j'ai vu des gens, j'échange avec des gens qui sont en exil, mais ce n'est pas d'eux-mêmes qui sont partis. C'est pas d'eux-mêmes? Non, pas du tout. Ils se reprochent quoi? Ils ont dû partir. Parce qu'ils se reprochent quoi? Non. Le professeur Joël Aïvor et Kia Madougou, qui sont en prison avec d'autres personnes, vous pensez qu'ils se reprochent quelque chose? Eux, ils se reprochent quelque chose. Mais eux, au moins, ils auraient... Non. Eux, au moins, ils ont fait face à la justice. Ils ont été jugés, condamnés. Et puis, ceux qui sont partis ont fui la justice pour ce que le régime dit. Donc, condamnés à 10 ans, 20 ans. Donc, c'est ça qu'ils fuient. Ils ne veulent pas aller en prison, en fait, c'est ça? Vous avez envie d'aller en prison? Non, mais il ne s'agit pas de moi. Je vous pose des questions, monsieur Soglo. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'ils ont fui? Vous savez quoi? Assumer est très simple. Si au fond de vous, vous savez que, oui, la justice est garantie et que ce qu'on vous impute comme charge, vous en avez pour quelque chose, vous faites face. Bien sûr. Si, vous faites face. Vous pouvez fuir aussi parce que vous vous sentez coupable. Non. Et vous ne voulez pas, non, pas être dans les liens de la détention. Je connais des gens qui ont dû partir, mais ils se reprochaient absolument rien et ils n'ont rien fait. Et pourquoi ils n'ont rien fait? On sait de qui on parle. Ils n'ont rien fait. Mais si la justice n'est pas garantie, vous faites comment? La liberté n'a pas de prix. Mais j'opine librement sur ceux-là qui sont en exil, qui ont dû partir. Ce n'est pas par volonté, pas du tout. D'accord. On a des gens, enfin... Vous voulez parler de Liali Soglo, par exemple, puisque vous êtes Soglo, vous êtes proche de Liali Soglo, donc pour vous, il ne se reproche rien, c'est ça? Absolument rien. Et pourquoi il ne répond pas alors s'il ne se reproche rien? Je vous repose la même question. Il faut que la justice soit garantie, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir la cadence des choses. Entre-temps, on a fait circuler sur les réseaux sociaux qu'il y a des radiations de juges en téléchargement. Ensuite, on a promis aux juges, aux magistrats, je veux dire, d'arranger donc leurs conditions de vie et de travail. Un texte a même été voté. Plus que normal. Ensuite, ils ont baissé la garde et puis on leur a arraché le droit de grève. On est revenu encore sur les tests leur accordant des avantages. Ils vont faire quoi en ce moment? Ils vont faire quoi en ce moment? Ils ont prêté serment pour faire quoi? Pour rendre la justice? Pour rendre la justice. Bah, bien sûr. Monsieur Abalo. Oui, monsieur. Ne m'emmenez pas à parler plus. Oui, mais ils ont prêté serment pour rendre justice. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres? Ils ne sont pas libres. Ah bon, ils vous ont dit ça? Ils ne sont pas libres. La justice n'est pas libre aujourd'hui. La justice n'est pas libre. Parce que vous avez l'exemple du juge Batamoussi. Il a révélé beaucoup de choses. Oui, mais jusqu'à présent, c'est sa parole contre celle de la justice béninoise. Il a parlé lui-même, il est parti. D'autres ont envie de parler. Oui. Est-ce qu'il pouvait rester? Il ne pourrait pas. C'est vrai que c'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des gouvernements qui ont peut-être fait un peu moins que ça. Mais aujourd'hui, ça s'est accentué. Donc, quand vous n'avez pas la garantie d'une saine justice, vous allez vous livrer juste comme ça. Il y en a qui préfèrent partir. Nous, on est restés. Donc, c'est une question de choix. Mais quand vous parlez de Liali Soglo, je discute avec lui, je l'ai vu. Mais ce qui lui fait mal aujourd'hui le plus, c'est le fait de n'avoir pas pu enterrer sa mère comme elle l'avait souhaité. Vous pensez qu'un fils
comme on dit, Visundaro, aurait pu laisser les dernières volontés de sa mère. Elle a dit publiquement qu'à sa mort, elle souhaiterait avoir vraiment des réjouissances populaires. Mais qu'est-ce qui se serait passé si M. Liadi était venu pour les obsèques de sa maman? Qu'est-ce qui se serait passé, M. Soglo, Richard? Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès d'intention? Pardon? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès d'intention? Non, pas du tout. Il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Alors, vous pensez que... Et pourtant, il nous revient qu'il vient quand même à côté, jusqu'au Togo. Oui. On a même vu des images circuler où il était au Togo. Oui. Moi aussi, j'ai vu ça. Il est venu. Donc, il y a des pays qui sont plus libres pour les Béninois que d'autres. Donc, vous pensez que... le Bénin même. Mais, comme Fosséba aussi vient, selon moi, enfin, selon ce que j'ai appris, à côté, comme d'autres. Donc, vous pouvez aller partout, sauf chez vous. Vous pensez que ça plaît à quelqu'un? Oui, mais quand vous avez également le passeport bleu des réfugiés, vous ne pouvez pas venir chez vous. Ça aussi, ça fait partie des règles du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quand vous avez le passeport. Oui, d'accord, mais pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, oui. Oui, là n'est pas véritablement la question. La question, c'est pourquoi ils ont dû partir. C'est ça, je vous dis. D'accord. Quand vous n'avez pas l'assurance d'une justice saine. D'accord. Et ce n'est pas la faute au magistrat. Vous faites, ben, c'est une signature et puis c'est réglé. Donc, ce n'est pas la faute au magistrat. Aujourd'hui, la peur, c'est-à-dire que, vous voyez, au début, le mot affectation a disparu. Et qu'est-ce que ça a été remplacé par quel mot? Limogé. Oui. On vous remplace et puis bon, on dit que vous êtes limogé. Limogé suppose que vous avez commis quand même une faute. Une faute, oui. Et que vous êtes sanctionné. Mais vous faites rien, on veut vous remplacer. Donc, c'est des mots forts qu'on a commencé à utiliser pour, disons, faire régner la psychose au sein donc de la population. D'accord. J'ai annoncé au début de cette émission que nous allons parler des nouveaux marchés construits dans la ville de Cotonou et ailleurs. Bon, je sais que vous avez été de la Renaissance du Bénin, qui a géré la ville de Cotonou à un moment donné, et donc la question des marchés publics. Est-ce que vous n'êtes pas fier aujourd'hui de voir ces marchés sortis de terre, des marchés modernes dans la ville de Cotonou et ailleurs? Ça au moins, c'est quelque chose qui a changé comparativement à votre gestion. Comparer la gestion actuelle à notre gestion, ce serait fausser le débat. Ah bon, pourquoi? C'était, selon la loi 97-029, c'était les mairies qui avaient la charge de la construction, de l'entretien des marchés secondaires. Oui. Aujourd'hui, dites-moi, c'est le gouvernement, le ministère du cadre de vie, qui est en train de réaliser ces infrastructures directement. Oui. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'on peut comparer la gestion d'un maire et celle d'un gouvernement? Vous essayez de vous dédouaner, c'est ça? Non, je ne me dédouane pas. Pour vous dire que les moyens ne sont pas les mêmes. D'accord. Les moyens ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que nous avions toujours réclamé en temps. Vous m'avez eu sur des émissions où je vous avais dit qu'avec 400 millions, 400 milliards, le président Soglo le disait, qu'on allait pouvoir quand même sortir, un temps soit peu, Cotonou de l'eau. De l'eau. Si on avait eu les moyens, on aurait fait autant. On aurait fait plus même. Mais j'en reviens au marché. Oui. On ne plaide pas contre l'évidence. Ce qui est beau est beau. C'est de très bons marchés. C'est beau. Les infrastructures sont belles. Le reste là, c'est l'organisation pour que toutes les femmes qui étaient à ces emplacements-là puissent réintégrer ces marchés. Il ne faut pas qu'on amène d'autres personnes. C'est juste ça. Mais il y a des nouvelles conditions. S'il y a des conditions et que chacun arrive à satisfaire à ces conditions. Il ne faut pas lutter contre les pauvres. Ah bon, vous pensez il faut lutter contre la pauvreté.
Vous pensez que les marchés là, c'est pour les riches? Non, non, je n'ai pas dit ça. Ça dit si les conditions sont trop corsées. Oui. Et que la bonne dame qui vendait sa tomate là ne peut plus retrouver sa place dans le marché. Là, ce n'est pas fait pour les pauvres. Or, c'était les pauvres qui vendaient là. Donc, il ne faut pas lutter contre... Un gouvernement ne peut pas lutter contre la pauvreté. Contre les pauvres. Il faut lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'il y a de pauvres sans pauvreté? En fait, vous faites un jeu de mots en réalité, monsieur Bouzoui, parce que quand vous parlez de pauvre, pauvreté, c'est la même chose. Quand on lutte contre la pauvreté, les pauvres s'en sortent. Mais quand on lutte contre les pauvres deviennent encore plus pauvres. Donc, il ne faut pas créer des conditions qui empêcheraient les bonnes dames qui vendaient en ces mêmes lieux d'avoir accès à ces marchés. C'est tout aussi simple. Donc, c'est une exhortation, puisque ce n'est pas encore fait. Je crois que le premier marché a été inauguré il y a quelques jours, déjà fonctionnel. On a vu des images où les femmes vendent déjà et sont très actives. Et remercie d'ailleurs le président Patrice Talon d'avoir fait ça. Ce que vous n'aviez pas fait. Ce que nous n'avions pas fait. Oui. Les 22 marchés secondaires qu'il y avait à Cotonou, en 2003, n'étaient pas dans le même état au départ de l'Iali Soglo. Nous avions réfectionné, reconstruit beaucoup de marchés selon les moyens de la mairie de Cotonou en son temps. On n'avait pas beaucoup d'argent comme aujourd'hui. C'est un gouvernement qui agit, M. Abalo. C'est un gouvernement qui agit. Donc, ce n'est pas la mairie. La mairie est limitée. Toutes les mairies sont limitées. Donc, si c'est pour le bien des populations, est-ce que je dirais que c'est mauvais? Mais sur quoi? Parce que j'entends des choses. Ouais. Mais vous allez vous promener après. C'est ce que vous voyez d'abord. Approchez-vous des gens pour savoir quelles sont les plaintes. Peut-être qu'il y en a. Je vous laisse, je vous connais. Donc, faites un tour. N'appréciez pas de loin. Vous voyez des gens qui remercient le gouvernement. Nous aussi, on sait. Donc, je vous en prie, approchez-vous de ces bonnes femmes. Mais est-ce que vous l'avez fait déjà vous? Parce que c'est aussi votre rôle en tant que parti politique. C'est pas que notre rôle à tous. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Vous ne l'avez pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être qu'il y a d'autres personnes au niveau du parti qui sont en charge de cela et qui vont le faire. On aura des retours très vite. Alors, M. Richard Kossi-Soglo, nous allons parler maintenant des élections générales de 2026. Comment les démocrates entendent aborder ces échéances-là, malgré le code électoral voté à l'Assemblée? Vous avez bien fait de dire malgré le code électoral. Parce que je voulais revenir un peu sur ça rapidement. La charte de 2001, la charte des partis politiques de 2001, avait des conditions plus souples pour la création d'un parti politique. Mais il y a une particularité très simple. Cette charte disait que si un parti politique ne participait pas à 2 élections législatives consécutives, on allait le retirer donc son agrément. On n'a pas expérimenté ça. Avant d'aller corser, comme on a corsé et on continue de corser les lois électorales. 10% pour pouvoir, 10% sur le plan national pour pouvoir avoir un siège. Ce qui a fait que pour les communales, malgré la majorité obtenue par le PRD à Porto-Novo et à Semekoji, ce n'est pas le PRD qui dirige aujourd'hui. Donc la minorité est en train de diriger la majorité par endroit. On est en train de corser maintenant les conditions. Il y a les conditions d'argent, donc les conditions financières sont corsées, mais il y a également des conditions liées au pourcentage. De 10% sur le plan national, on est en train d'aller à 20%. Mais on a réduit l'argent. On a réduit l'argent. Quand on a fait ça, parce que là, vous disiez que les conditions d'argent étaient corsées, mais on a réduit. Les 25 millions pour... Ça, c'est les présidentielles. Oui, bien sûr. C'est juste les présidentielles. Ça a été réduit quand même. Vous avez parlé des élections générales, donc il ne s'agit pas que des élections... Ce qui vous dérange, c'est les 20%. Ce qui me dérange, c'est aussi ça. C'est aussi les 20%. Ça me dérange. Oui, vous êtes... les démocrates, c'est le parti du peuple, vous avez dit. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça.
On a interdit dans un autre code plus récent que les partis politiques ne peuvent plus faire d'alliance pour aller aux élections. Ce qui était monnaie courante en temps. Qu'est-ce qui gêne? Mais par un tour de bras, dans le nouveau code, on dit que seuls les partis qui ont fait un accord de gouvernance. C'est pas alliance. Accord de gouvernance. C'est une alliance. Pas en tant que tel, parce que ceux qui justifient ça disent clairement que l'alliance appelle à faire disparaître l'un ou l'autre des partis, alors que l'accord de gouvernance n'est pas le cas. C'est simple. Oui. C'est simple. S'il y a 3 partis qui sortent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils aillent discuter entre eux pour pouvoir trouver un accord? C'est pas la première fois. Mais c'est pas l'alliance. C'est une alliance qui ne dit pas son nom. C'est une alliance. C'est ça. Vous avez ajouté qu'il ne dit pas son nom, mais c'est une alliance. On permet, on interdit aux partis de faire des alliances pour aller aux élections, mais on dit que si vous avez déposé au préalable un accord de législature ou de je sais pas quoi, mais c'est une alliance. Comment est-ce qu'on peut envisager déjà qui seront là-bas? Donc on se prépare pour que les 2 partis politiques puissent donc se retrouver quoi qu'il arrive. Donc vous craignez encore une législature monocolore? C'est encore ça. Parce que si les élections ne sont pas véritablement ouvertes, si les élections ne sont pas véritablement transparentes, mais on ne peut pas vivre en paix dans la cohésion. Le développement du Bénin doit se faire dans la cohésion. Tous ceux qui disent « ouais, le président Talon a beaucoup travaillé, il a travaillé plus que tout le monde », je leur demande simplement, indiquez-moi un président qui n'a pas fait de route, qui n'a pas fait d'école, qui n'a pas fait d'hôpitaux, et que c'est maintenant que, bon, comme le Bénin était vert, c'est maintenant que tout est arrivé. Il n'y a pas. Tous les présidents ont travaillé. Mais c'est celui qui travaille véritablement, mais tout en assurant la paix sociale, la cohésion nationale, c'est celui-là qui est le champion. Il n'y a pas la guerre au Bénin? Il y a eu la guerre. Quelle guerre? À Tchaourou, c'était la guerre. Ah bon? Vous appelez ça la guerre? Oui, c'était la guerre. Quand débarquent les militaires qui tirent, les gens sont dans leur chambre. Et vous avez vu les images. C'est une situation de guerre. C'est une situation. Quand on parle de guerre, vous imaginez ce que c'est? C'est parce que on n'a pas vécu ça à Cotonou que vous n'avez pas idée de ce dont je parle. Alors, malgré le code, est-ce que les démocrates iront aux élections en 2026? Nous ne ferons pas la politique de la chaise vide. Alors, nous avons cette volonté de faire changer les choses parce que pour nous et pour la majorité des Béninois, ça ne va pas. Et si le code n'était pas relu? Si le code n'était pas relu, on fera en sorte que le code soit relu. Vous avez 28 députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a que l'Assemblée qui arrive à relire le code. Et même après, il faut bien que le président promulgue ça. Quels sont les moyens que vous avez pour faire relire un code électoral de ce genre? À des moments donnés, les gens retrouvent leur conscience. Vous comptez sur ça m'a étonné déjà qu'il y ait certaines personnes qui aient voté pour ce code-là et qui aujourd'hui réclament la révision de ce même code. Qui a voté pour et qui a réclamé? Qui réclame. Moi, je regarde l'actualité, je ne sais pas qui a voté et qui réclame aujourd'hui qu'on relise. Si. Des députés? Des députés. Publiquement? De la mouvance. Publiquement? Qui réclament. Publiquement? Bien sûr. Ils veulent que cela soit changé. Donnez-nous un nom? Non. Ça veut dire que ce n'est pas public? Publiquement. Sinon, il y a des partis politiques connus qui réclament la révision de ce même code, mais qui sont de l'autre côté. Donc vous comptez sur eux? Non, je compte pas sur eux, je compte sur la conscience populaire. Je compte sur notre détermination, parce que ça doit être la chose de tout le monde. Je vous ai dit, le Bénin n'a pas de propriétaire, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et il n'y aura pas de conseil d'administration pour le Bénin. Donc, pour la paix sociale, pour la cohésion, pour même l'image du président à la fin de son mandat. Parce que moi, je prie pour lui depuis. Parce que ma sécurité est en ses mains. Je prie pour lui matin et soir.
santé, sagesse. Donc, à la fin de son mandat, qu'il puisse quand même être applaudi comme il a souhaité, mais malgré les ratés que nous avons connus, il faut qu'il puisse ramener totalement la cohésion, la paix entre nous, qu'on puisse se parler. Vous êtes de la mouvance, je vous appelle, vous avez peur de décrocher mon appel. Ouais, le président Talon n'est pas là, c'est la psychose. Mais quelle est la faute du président Talon? C'est la psychose. J'ai dit il n'est pas là, mais c'est la psychose qui est laissée entre nous. D'accord. Donc il faut qu'on puisse en arriver là. Donc pour les élections de 2026, nous nous activons comme tout le monde, comme tous les autres partis. Et nous sommes déterminés à ce que le parti des démocrates puisse faire valoir la force que les populations sont en train de leur donner. Et ça va se faire. D'accord. Nous allons finir notre entretien de ce dimanche, M. Soglo, en vous demandant de dire un seul mot, enfin, bon, pas un seul mot, mais une réflexion sur la situation entre le Bénin et le Niger. Pourquoi est-ce que le président Soglo et le président Yahi Boni n'interviennent pas vraiment dans le dégel de cette situation? Oui, c'est dommage ce qui arrive d'abord, parce que le Bénin et le Niger, c'est les mêmes peuples. On n'a pas eu tellement d'accords depuis 1960 à aujourd'hui, ni avant d'ailleurs, à mon entendement. Ce qui arrive est vraiment dommage. Et ce n'est pas par manque de volonté que les présidents Boni Yahi et Soglo n'interviennent pas encore. Ils ont proposé leur médiation. À qui? Au président Talon? Oui. Ils ont proposé. Et le président Talon sait très bien qu'il peut compter sur les deux présidents-là. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je vous dis, ils ont publiquement proposé leur médiation. Il suffit que le président Talon fasse le geste et puis ils vont mais comment vous confiez une mission de médiation à vos opposants? Il faut... C'est l'autre réalité. Comment vous confiez une mission de médiation à des gens qui ne sont pas pour votre gouvernance? C'est ça, je vous dis. Oui. Lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national de ce genre, est-ce que nous, on a intérêt à bloquer? Est-ce qu'on a intérêt à voir la situation perdurer? Après, vous allez dire que c'est le jeu politique. J'en souffre comme vous. Oui. Tout le monde en souffre. Donc, on n'a pas intérêt à ce que cela perdure. Donc, s'il y a le dégel, d'abord, le Bénin, il gagne. C'est un contrat. C'est un contrat de transit contre redevance. Donc, si le Bénin perd, mais qui va me faire la route avec quel argent? On va encore nous pressuriser les commerçants, pressuriser les bonnes dames, créer d'autres tasses. Non. Donc, on n'a pas intérêt à ce que la situation perdure. Donc, il suffit que le président Talon saisisse l'occasion et ça va se faire. Vous pensez que le président Soglo ou le président Boni Yahi iront au Niger et demander que le général Tchani casse encore la situation, même s'ils sont opposants? Non, ils sont critiques vis-à-vis de la gouvernance. Ils ne sont pas contre le pays, pas du tout. D'accord. Nous sommes au thème de cet entretien, M. Richard Kwasi Soglo. Je vous laisse le mot de la fin. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est une occasion que vous m'offrez pour m'exprimer devant le peuple béninois. Ça a dû manquer à beaucoup de gens. Et je voudrais donc leur dire merci de nous avoir écoutés. Merci pour la résistance, parce que la résistance, ce n'est pas la résistance politique, c'est la survie de tout un chacun, de continuer à se battre pour que la démocratie, les valeurs démocratiques contenues dans la Constitution de 1990 puissent perdurer. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Richard Kwasi Soglo. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination nationale du parti Les Démocrates. Vous êtes secrétaire national adjoint
aux opérations. Vous étiez l'invité de Eden Télévision et Diaspora FM ce dimanche. Avec vous, nous avons abordé quelques thèmes de l'actualité, notamment la tournée gouvernementale, les nouveaux marchés construits et qui ont commencé par être inaugurés. Nous avons également parlé des élections générales de 2026 et de la crise au Niger. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Je vous retrouve, si tout va bien, le dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. Mais cette fois-ci avec un invité que je connais déjà, mais que vous allez découvrir notamment. Pour le moment, je vous laisse en pleine forme à l'écoute des programmes de Eden Télévision et de Diaspora FM. À dimanche prochain.